Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta presentación del libro. Y antes de nada, quiero dar las gracias a nuestros compañeros de la sede de Córdoba, Javier Rosón y Rosario Carrasco, por organizar este acto y hospedarnos tan amigablemente y de forma tan entusiasta. Pues la ocasión lo merece. Estamos hoy aquí para presentar un libro que es el resultado de un gran esfuerzo, pero un esfuerzo realizado con muchísimo convencimiento de que era algo que había que hacer. Es el libro que acompaña la exposición Hassan Fathi a Contracorriente, una exposición que se puede ver ahora mismo en las salas de la sede de Casa Árabe en Córdoba, donde nos encontramos en este momento, que ha estado ya expuesta en la sede de Madrid y que posiblemente seguirá un itinerario de visitas a otros espacios en otras instituciones, porque realmente, si algo hemos podido constatar de este ejercicio que ha sido producir esta exposición, es el enorme interés que ha despertado la figura de este arquitecto egipcio Hassan Fathi, un arquitecto insuficientemente conocido, eso nos ha quedado muy claro, insuficientemente conocido por la importancia de su legado y por la importancia de su mensaje, un mensaje que entronca directamente con cuestiones que son de absoluta actualidad y que son preocupación de todos los ciudadanos del siglo XXI de este mundo, que es la sostenibilidad y el poder desarrollar una vida de acuerdo con estándares de sostenibilidad mirando al futuro. Y esto es lo que hizo Hassan Fathi con su arquitectura, con sus principios vitales. Todo esto está recogido en la exposición y está recogido en el libro que, como digo, acompaña la exposición y que hoy presentamos y que tenemos aquí. Y bueno, pues para presentar este libro tenemos la enorme suerte de contar con tres personas esenciales en todo este proyecto. Empezaré nombrando al comisario de la exposición, José Tono Martínez, que va a ser quien abra la sesión y que es quien nos presentó a Casa Árabe este proyecto en su origen y quien no ha movido de forma absolutamente entusiasta el proyecto hasta poderlo materializar en sala. Y también, como digo, el propio libro, ¿no? No podría ser un libro bilingüe como es, con todo el alcance que esto supone, sin la ayuda absolutamente fundamental de Rasha Ismail, que es la agregada cultural de la Embajada de España de la Embajada de la República de Egipto en Madrid y directora del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, y que ha realizado todas las traducciones al árabe del libro, y es este instituto el que, el que ha puesto todo su apoyo, gracias al cual hemos podido realizar esta producción editorial. Y por último lugar, pero no menos importante, está el profesor Serge Santeli, que está aquí a mi lado, uno de los autores que contribuye con un magnífico texto al libro y que es un conocedor profundo de la obra de Hassan Fathi y que es quien nos va a acompañar hoy con sus palabras, introduciéndonos un poco más, si cabe, en la obra de este genial arquitecto. Quiero dar las gracias, por último, a la editorial Ediciones Asimétricas, que ha sido la encargada de poner en papel este proyecto editorial, un proyecto del que estamos sumamente orgullosos. Y bueno, pues sin su ayuda también y su empeño y su saber hacer, esto no habría podido tener lugar. Agradezco también la visita al embajador de Egipto en España, que nos acompaña hoy aquí en Córdoba, por haberse desplazado hasta esta ciudad y acompañarnos en esta presentación. Así que, sin más, les dejo con quienes tienen todo el conocimiento y con quienes seguro que nos van a ilustrar muchísimo sobre Hassan Fathi. Gracias a los tres. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nuria, señor embajador, Rasha Ismail, profesor Santeli, todos los que nos acompañan aquí y todos los que nos acompañarán en esta grabación. Realmente, presentar a Hassan Fathi y presentar este libro en España es un producto de un esfuerzo colaborativo. Y quizá eso era uno de los elementos centrales que caracterizaban la obra y la trayectoria de Hassan Fathi. La colaboración con mucha gente, la colaboración con los oficios, la colaboración con la historia. Hassan Fathi era un hombre que se oponía a las jerarquías, era un hombre que decía
con su amigo Habib Gorgi y con otros filósofos egipcios del siglo XX, decían que había que mirar a lo que hacía la gente, que había que hacer arquitectura sin arquitectos, que había que hacer enseñanza sin maestros. Sin duda era un mensaje radical, pero era el mensaje que necesitaba Egipto en aquel momento. Hassan Fathy fue sobre todo, en primer lugar, un visionario, fue un poeta, fue un filósofo, fue un pensador. De hecho, sus ideas y su manera de ver la vida son tanto o más importantes que su propia obra arquitectónica. Él no quería ser arquitecto, él quería ser agrónomo, le gustaba la naturaleza, pero por suerte para nosotros fue rechazado en la Escuela de Agronomía e ingresó en la Escuela de Arquitectura. En 1922 se produjo un acontecimiento trascendental que cambió la historia de Hassan Fathy. Egipto obtiene la primera independencia, digo primera porque hay una cierta tutela todavía inglesa, y se descubre la tumba de Tutankamón. Los jóvenes egipcios como él, como Naguib Mahfoud, como Mahmoud Mukhtar, que hará la obra El Renacimiento de Egipto, quedan impresionados, en primer lugar, por el descubrimiento de Howard Carter y del viejo pasado faraónico, y por esa independencia que ellos han por fin obtenido después de mucho luchar como país. Son jóvenes nacionalistas, quieren un Egipto mejor, quieren que su país progrese y dicen, somos egipcios, toda la historia de Egipto está detrás de nosotros. Uno de los primeros problemas que ve esa generación que pertenece a lo que técnicamente se llama el Nahda, la despertar, y que pertenecen también técnicamente a un grupo que se llamó la Quimera, ellos lo que quieren es ayudar al campesinado. En cierto modo tienen una cierta relación con el movimiento de la institución libre de enseñanza que se produce en estos momentos por esas mismas fechas, finales del siglo XIX, primeros del XX, en España. Quieren ayudar a las clases desfavorecidas y se preguntan, ¿cómo podemos ayudar a los campesinos? ¿Cómo podemos hacer que nosotros, personas educadas de familias burguesas en el Cairo o en Alejandría, podemos ayudar a que los felatín, los felahim, puedan salir adelante? Por ejemplo, Mahmoud Mukhtar, el citado, hará una escultura muy importante, una mezcla de art deco con granito traído de Asuán, pagado por el gobierno egipcio en ese momento recién independizado, en donde aparece una mujer, una campesina, que se está quitando el velo suavemente en un gesto de apertura, abrazando a una esfinge. Ese mensaje es un mensaje claramente del nuevo Egipto que quiere emerger. ¿Cuál será la respuesta de Hassan Fathy? ¿Cuál será la respuesta de Villa-Basef? ¿Cuál será la respuesta de los jóvenes arquitectos que quieren cambiar? Bueno, ellos mirarán al pasado y encontrarán, por ejemplo, antes de que existan las viejas cátedras de materiales que tenemos hoy en Occidente para analizar cómo se hacen las cosas, ellos ven que los antiguos construían en adobe y que el adobe es el material más barato y más accesible que tenemos y que tienen en Egipto. La mezcla, como sabemos, de arcilla, de barro y arena. Investigarán la mejor manera de construir esos ladrillos de adobe. Investigarán cómo Ramsés en el Ramesseum todavía construía y están allí los ladrillos antiguos demostrando que el adobe es un material duradero. Investigarán y comprenderán que el adobe es un aislante calórico extraordinario. Con esos elementos de investigación de las cátedras de materiales mirarán también a las formas y verán aquellas formas que se perdieron en el pasado. Por ejemplo, las cúpulas nubias que se pueden hacer sin armazón, de las cuales nos hablará después el profesor Santelí. Mirarán, por ejemplo, las logias, que también se pueden hacer sin armazón, y harán lo que ellos llaman un elogio de la sombra. Dicen, nuestro país es un país muy caluroso, tenemos que hacer un país, tenemos que hacer casas que nos aíslen de una temperatura muy poderosa, que es la que tenemos en Egipto, con grandes diferencias entre la noche y el día. Todos esos elementos armarán intelectualmente al joven Hassan Fathy y le empujarán a hacer sus primeros proyectos. Él es también un artista, un pintor, una mezcla de naïf, Paul Klee, Jules Solar, muy propio de los años 30, de los años 40, construye, dibuja en un estilo sin perspectiva,
perspectiva faraónica tumbada. Siempre le interesará muchísimo la egiptología. Es un gran amigo de Alexandre Stopelaere, el director de las excavaciones egipcias nombrado por el rey Fuad. Es un gran amigo de Svaler de Lubitsch, entre otros muchos egiptólogos, y su misión es tratar de hacer una mélange, como diría nuestro amigo Santelli, un poco como Viollet Leduc hizo en Carcassonne. Quizá estoy exagerando un poco los términos de la comparación, para lanzar este estilo egipcio de construcción. Su gran comisión, entre otros muchos edificios particulares que construyó, entre otras muchas, fue evidentemente Nuevo Gurna. A principios de los años 40, él recibe la comisión para hacer el pueblo de Nuevo Gurna, que era un pueblo que estaba en el Valle de los Reyes, en la zona de los nobles, no en el Valle Real. Este pequeño pueblo vivía de pequeños cultivos, cuidado de cabras y también de un cierto robo de viejos objetos que se encontraban. El gobierno egipcio y el Departamento de Antigüedades los quiere sacar de allí, lógicamente, y le encargan este proyecto a Hassan Fatih. Hassan Fatih, por primera vez, tiene un proyecto urbano, completo, no solamente una casa. ¿Y qué es lo que nos diseña Hassan Fatih? Una kashba. Nos diseña, él se opone al discurso internacionalista Le Corbusieriano del momento, y él quiere construir en curva, en zigzag, es un amante, y pone por fin en marcha todos sus proyectos. Él siempre decía, muchos años después, que el verdadero elemento central de la arquitectura era el tiempo, ver cómo se mueve la gente, cuánto tarda en llegar de un sitio a otro. Eso es lo que le pone en movimiento. Para hacer el pueblo de Nuevo Gurna, realiza un tratado auténticamente de antropología. Es emocionante leer su libro Arquitectura para los pobres, que originalmente se llamó Gurna, la historia de dos villas, Gurna, A Tale of Two Villages, porque él estudia todas las costumbres como ningún arquitecto hacía en la época, dónde comen, dónde viven, qué enfermedades tienen, cómo funciona el mercado, para luego diseñar la casa. Porque dice, si no pensamos en las personas, si no pensamos en el cliente, no tiene sentido que hagamos arquitectura. Él quiere, lo que diríamos en un lenguaje contemporáneo moderno, empoderar al campesinado, especialmente para el campesinado. Por eso, hoy Fatih es un apóstol, si lo podemos llamar así, de la arquitectura vernácula que llamamos, es decir, de la arquitectura rural. Es verdad que muchas de las soluciones de Fatih están pensadas para un entorno rural, no para un entorno urbano, quizá de las grandes ciudades, pero eso es lo que a él le interesaba. Por otra parte, es un hombre que se preocupa, lo que llamaríamos, por el feng shui de los edificios hoy. Es un moderno, porque al fin y al cabo pertenece a la modernidad. Piensa de dónde vienen los vientos, de dónde vienen las corrientes de aire, cómo las podemos integrar dentro de los edificios, algo que extraordinariamente es formidable y necesario. Hoy lo estamos viendo en estos tiempos de pandemia. Y como decía antes, quiere empoderar a la gente y quiere que la gente le ayude a hacer sus casas. Dice, que la gente se haga sus propias casas. Todo ese proyecto, unido a la defensa de los oficios, que por ejemplo vemos en una obra de teatro que escribió que se llamaba El cuento de la celosía, dice, ¿por qué tenemos que importarlo todo?, le dice a los egipcios. ¿Por qué tenemos que importar las puertas sabras, que llama él, y traer puertas malacan americanas? ¿Por qué no podemos hacer nosotros nuestras puertas, nuestras vidrieras? ¿Por qué? Dice, hay que volver a los viejos oficios. De nuevo, este es un programa de la Institución Libre de Enseñanza de los años 20 y las escuelas de oficios que se pusieron en España a finales del siglo XIX y el siglo XX. Por tanto, su modernidad es absoluta y completa. Es cierto que su mensaje fue recibido en función de los momentos de su vida, a veces bien, a veces mal, dependía de los momentos históricos. A veces tuvo buenas relaciones, a veces malas relaciones con las autoridades. Muchas veces tuvo conflictos con los constructores, porque como quería construir con materiales pobres y no quería utilizar el hormigón, el betón, etcétera, pues los constructores no querían tampoco trabajar con él, y eso perjudicó, sin duda, muchos de sus proyectos, como Nuevo Baris y otros muchos. Pero, en todo caso, su mensaje estaba allí lanzado. Tenemos la suerte de pensar que, como vivió muchos años, al final de su vida vio que su mensaje era reconocido. En los últimos años de su vida, Hassan Fatih se convierte en un gran gurú
que nos recibe en su casa fantástica mameluca, donde él tenía alquilado un apartamento, lo que se llamaba la Maison des Artistes, y allí le van llegando poco a poco los grandes premios internacionales que en vida le habían sido negados. El premio Aga Khan, que también viene aquí nuestro honorable visitante Serge Santely, el premio, la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos de Estados Unidos, de Francia, en fin, la Bienal de Venecia, la segunda, le dedica un espacio ya en aquel momento, en 1983, e incluso la Academia Sueca le dedica el Right Livelihood Award, que es el premio Nobel paralelo de arquitectura. De manera que en los últimos años de su vida él tuvo la suerte de ver que ese mensaje era recibido, que ese mensaje de la sostenibilidad, que ese mensaje de estar cerca de la gente estaba allí. Por eso Hassan Fathy es tan importante para nosotros, no solo por lo que construyó, sino por lo que significa, porque el pensador, el filósofo, el que sentó las tendencias de hacia dónde teníamos que ir, está allí. Por supuesto, hoy conocemos otras muchas técnicas modernas también para hacer edificios sostenibles, sin duda, pero fue Hassan Fathy el verdadero impulsor. Y es una pena que en nuestro mundo su figura no sea tan reconocida como uno de los más grandes arquitectos, al nivel de los grandes arquitectos mundiales. Y eso es una desgracia que nosotros, con este libro, con Casa Árabe, con la Embajada de Egipto y con todos los que han colaborado, pues estamos ayudando a salir adelante. Hecha esta introducción, quiero, por supuesto, unirme a los agradecimientos de este trabajo colaborativo. Como hemos dicho, el listado de instituciones que han colaborado es enorme, por supuesto, la Embajada Egipcia y el Instituto de Estudios Islámicos de Madrid, el primero de ellos, sin duda, pero la Embajada Francesa, la Embajada Suiza, el Ministerio de Asuntos Exteriores, por supuesto, Casa Árabe, ya lo hemos dicho, incluso la Embajada de Budapest y numerosos individuos y personas particulares y todos los que han colaborado en este libro, las profesores Santely, la profesora Nadia Radwan, la profesora Leila El Bakir, la profesora Cristini, la profesora María Pura Moreno, el profesor Vegas, en fin, verdaderamente un esfuerzo intelectual que esperemos que siembre la recuperación para todos nosotros del mensaje de Hassan Fathy. Y hecha esta introducción, voy a ceder la palabra a la doctora y profesora Rasha Ismail, la directora del Instituto de Estudios Islámicos, la consejera cultural de la República de Egipto en España y verdaderamente una persona absolutamente importante y trascendental para que este proyecto que hoy presentamos aquí haya podido salir adelante. Profesora Ismail, por favor. Gracias, Tono. Pues en primer lugar, señor embajador, deseo expresar mi orgullo de formar parte de este proyecto que presentamos hoy. La verdad es que ha sido, desde que llegué a Madrid el 1 de agosto, la Embajada Egipcia empezó a hablarme del proyecto, la Casa Árabe empezó a hablarme del proyecto y he visto tanta ilusión para llevarlo a cabo que yo también me uní a este entusiasmo de llevar este proyecto a cabo. Doy las gracias a Casa Árabe y a don Pedro Martínez, pero especialmente doy las gracias a Nuria, que por su profesionalidad, por su sonrisa invidiable, su tranquilidad, ha sido y ha podido organizar todo este trabajo. Muchísimas gracias, Tono, por la gran labor hecha y también a las ediciones asimétricas por la gran labor que se ve muy bien en el trabajo. La verdad es que muchas veces nuestro afán de seguir un modelo de vida moderno, nos olvidamos de la autenticidad de nuestro ser. El vivir mucho tiempo con Hassan Fathy como la traductora de los textos al árabe ha sido para mí como dicen los ingleses, un wake-up call. Muchas veces nos olvidamos de la autenticidad y de los valores que tenemos por el ritmo efervesciente de la vida y de que llevamos. Pero
por eso he dicho al principio que me siento orgullosa porque leer todos los trabajos sobre Hassan Fathi, descubro que Hassan Fathi ha sido una parte pequeña del Egipto del siglo XX. Es un Egipto del Renacimiento. Hassan Fathi ha sido hijo de su sociedad, una sociedad egipcia que ha visto, como ha dicho Tono, la salida del colonialismo, una parte de realeza, porque Egipto ha sido una realeza. Luego, la República. Esta época del Renacimiento egipcio ha sacado una gran generación en todos los campos, en la literatura, en la arquitectura, en los actores de cine, incluso en los profesores, nombres como Taha Hussein, como Naguib Mahfouz, como las actrices, como Abdel Wahab en los cantos, como Abdel Halim. Toda esta generación, todos han sido hijos del siglo XX. Y yo creo que, digo que es un wake-up call porque el mensaje que nos da Hassan Fathi es que hay que aferrar mucho a los orígenes. Y yo creo que Hassan Fathi ha sabido muy bien que en Egipto decimos que tenemos 7 pilares de la personalidad egipcia, porque hemos sido no solamente árabes ni musulmanes, hemos sido faraónicos, hemos sido grecorromanos, hemos sido coptos cristianos, hemos sido musulmanes, somos parte de África, del Mediterráneo, y de los árabes. Entonces, yo creo que viendo la obra de Hassan Fathi se pueden ver no solamente la parte islámica que se pueden ver en el Takhtabush o en el patio de las casas que funde, sino que se ve, incluso se ve en sus gauchos. Yo cuando veo su pintura, veo aquí la vaca faraónica, como aparece en los papiros y en las paredes de los monumentos faraónicos. Veo aquí este pájaro que también aparece, lo llamamos en Egipto, es el amigo del fallah, porque ayuda al fallah a remover el suelo del... Entonces, aquí veo ahora todas las tumbas faraónicas que se descubren ahora tienen la misma forma. Veo el color del África. Todo, incluso en su manera de dibujar, veo como los papiros, él siempre pone las cosas de lado, como lo hacían los faraónicos, incluso los árboles. Yo creo que Hassan Fathi no solamente, como siempre se dice, ha subrayado el bagaje islámico o árabe de su Egipto. No, yo creo que ha sacado todo el bagaje de todas las culturas, las distintas culturas que han pasado por Egipto. Y ahora me detengo en que la historia de una Mashrabeya o la historia de una celosía, su obra teatral que, como su obra está desconocida, yo conozco a muchos colegas míos que de profesionalidad son profesores de árabe, de lengua y literatura árabe, y no sabían de la existencia de esta obra teatral y teníamos la idea, Nuria y yo, de traducirla al castellano, ¿no? Y sigo creyendo que es un proyecto muy importante porque yo creo que Hassan Fathi en esta obra, y aquí abro un paréntesis, como siempre ha sido como intuyendo el futuro. ¿Acaso la historia que pasa en la historia de una celosía no es acaso el choque de civilizaciones del que Huntington habló, pero él lo ha dicho, la obra está escrita en los años 40. Yo creo que él siempre intuía, siempre tenía esta
este conflicto entre la originalidad, las raíces y la modernidad. Y eso lo demuestra muy bien la obra teatral, que es la historia, la obsesión de Khaled, un joven egipcio que está a punto de casarse y está buscando en las zonas más antiguas de Egipto, del Cairo antiguo, está buscando muebles para su casa. Y empieza a enamorarse de una celosía, de una mashrabiyya. Y como un cuento de las 1001 noches, incluso yo diría como un cuento sudamericano, empieza la mashrabiyya empieza a entablar una conversación con él. ¿Acaso esto no es el realismo mágico de los sudamericanos? Yo creo que él siempre iba un paso o dos o tres delante de la gente, como digo. Hablaba del choque de civilizaciones antes de estar de moda. Hablaba del realismo mágico antes de estar de moda. Una obra escrita en los años 40 que inventa esta conversación entre un objeto y un hombre y se enamoran casi. Entonces yo creo que Hassan Fathi es mucho más Hassan Fathi. Es una parte pequeña de Egipto que merece ser descubierta. Y la verdad es que agradezco mucho a este proyecto, a Tono otra vez y al Casa Árabe, de haber desvelado este tesoro del que mucha gente, tanto en Egipto como en España, no los conocían. Muchísimas gracias por permitirme esta ocasión y doy la palabra a Tono. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Ismail. El placer es absolutamente nuestro y compartimos la misma empresa, defendiendo a Fathi. Cedo la palabra, tengo el honor de presentar, ya lo he dicho antes, al profesor Serge Santely, profesor emérito de la Universidad de Belleville, gran especialista en la arquitectura del Mediterráneo, premio Aga Khan, una persona verdaderamente formidable, que ha trabajado y ha realizado trabajos por la obra de Hassan Fathi y exposiciones hace muchísimo tiempo, y estamos muy felices que haya hecho la contribución en este libro concreto acerca de lo que llamaríamos el vocabulario arquitectónico de Hassan Fathi. Profesor Santely, you have the floor. Adelante. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, bonjour, Madame, Tono. Je voudrais m'excuser, je voudrais que vous m'excusiez parce que je ne parle pas très bien espagnol. Je comprends, j'ai compris ce que vous avez dit, c'est tout à fait intéressant et j'ai beaucoup appris. Et je ne sais pas si ce que je vais dire va ajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Donc, je vais parler en français parce que c'est mon langage que je maîtrise bien. Et comme l'a dit Tono, moi j'ai beaucoup travaillé toute ma vie sur l'architecture arabe. J'avais à l'école d'architecture de Paris-Belleville un programme qui s'appelait Villes orientales. Et il y avait des étudiants qui venaient d'Afrique du Nord, y compris d'Égypte, qui venaient à Paris pendant 2 ans pour étudier le patrimoine architectural urbain d'Afrique du Nord, de Palestine, y compris d'Iran, puisque je suis même allé en Inde musulmane, puisqu'il y avait une partie très importante de l'Inde qui était musulmane. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'architecture arabe. J'ai construit au Caire en particulier, à Tunis, et j'ai beaucoup de sympathie pour cette architecture, et c'est un plaisir pour moi de retourner à Cordoue, parce que j'y suis déjà venu, parce que c'est une très belle ville dans laquelle on voit effectivement ce mélange de cultures islamique, musulmane, catholique, chrétienne, etc. Vous pouvez... Ah oui, ça, c'est une interprétation. Oui, bon. Donc, je croyais qu'il allait parler, alors, donc, bon. Alors, Hassan Fathi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Pourquoi? Parce que c'était en fait le seul architecte arabe qui ait osé dire en son temps, c'est le seul architecte, bien sûr dans un courant culturel que vous avez décrit, Nada, etc., un courant dans les années 30-40 en Égypte qui revendiquait un côté, enfin, une culture plus égyptienne, voire un courant nationaliste qui revendiquait une culture qui ne soit pas importer la culture européenne, mais en matière d'architecture, on peut dire qu'il était quelque part un peu isolé.
Il était seul, et il a été le seul à dire il y en a assez de ces architectures européennes qui viennent construire sur notre sol en béton, en acier, une architecture qui n'est pas confortable pendant l'été, qui est froide l'hiver, qui est très chère parce qu'on importe les matériaux. On en a assez. Et il a eu, comme le Tonneau l'a dit tout à l'heure, ce que les bouddhistes appellent une illumination. Il est allé visiter la ferme de son père, je crois en 1937 exactement. Il a découvert, ce que vous avez dit tous les deux très bien, il a découvert l'architecture nubienne, l'architecture des pauvres. Les Égyptiens qui n'avaient pas de chaussures, qui étaient pauvres, qui vivaient dans des maisons en terre recouvertes de toits de chaume. Il a découvert, parce qu'il ne le connaissait pas. Sa formation, c'était une formation bourgeoise, il n'y a pas de critique, hein, une formation européenne, avec des professeurs qui étaient des professeurs européens. Donc, et ce qu'il a fait jusque dans les années 30, ce sont des projets inspirés de l'architecture européenne moderne, art déco, moderne, bon, comme c'est expliqué dans le livre. Alors, moi, j'ai une admiration pour ces personnes qui ont un courage et une idée qu'ils vont développer toute leur vie. Il est né en 1900, il est mort en 1989. Pendant plus de 80 ans, il a développé les mêmes thèmes. Après son illumination, après avoir découvert l'architecture nubienne et ses constructions en terre que vous avez décrites très bien tout à l'heure, donc je ne veux pas revenir. Il a découvert les voûtes nubiennes construites en terre, il a découvert les coupoles et puis l'adobe, qui était... Il faut dire que dans le Ramesséum, le temple de Ramsès, enfin les entrepôts du temple de Ramsès, les voûtes qui étaient construites en terre, en adobe, sont toujours là. Donc après presque 3000 ans de construction. Donc il était très impressionné. Comment se fait-il qu'une architecture de terre dont on ne parle jamais, au bout de 3000 ans, elle existe encore? Donc il s'est dit, et en plus à l'époque, on lui avait demandé de faire un village pour reloger, ça s'appelle le New Gourna, pour reloger ce qu'on appelait à l'époque les pilleurs de tombes. Ils avaient construit leur village sur les tombes de Luxor, et le service des antiquités du ministère du gouvernement égyptien ont dit on va enlever les villages et puis on va faire un nouveau village pour ce qu'on appelait en français les pilleurs de tombes. Bref. Alors, il s'est dit, mais en fait, au lieu de construire en béton, je vais utiliser la terre qui était utilisée par les Égyptiens, les pharaons, et aussi par les paysans pour faire leur maison. Je vais le faire. Et ça, c'était une idée tout à fait nouvelle qui allait contre-courant, contre les entreprises qui importaient et qui recevaient de l'argent, qui recevaient des bénéfices, qui importaient d'Europe le ciment, qui fabriquaient des concrete blocks, des parpaings de ciment, de l'acier qui était très cher, il fallait l'importer. Bon, le verre, parce que tout le monde pensait qu'il fallait que cette architecture soit ouverte sur le paysage, etc. Donc il a dit, ça suffit, ça coûte très cher, c'est pas confortable, on va essayer la terre, et il a construit ce village. Bon. Ça, c'est la première chose que l'on se souvient d'Hassan Fathy. On se dit, voilà, on sait qu'il a été inspiré par l'architecture populaire des paysans égyptiens. C'est en général sur ce quoi on insiste beaucoup. Mais moi, je ne suis pas le seul à le dire, mais quand j'ai bien analysé les plans des maisons qu'il a pu construire, parce qu'il a beaucoup construit, il a construit des villas, des maisons, des villages de vacances, etc. Il a fait beaucoup de projets. J'ai remarqué que la connaissance qu'il avait de l'architecture ottomane et mamelouk du Caire l'inspirait également. Il a été inspiré par ce qu'on appelle chez les architectes la configuration spatiale, les espaces des maisons mamelouks et ottomanes. Alors, prenons quelques exemples. Je n'ai pas d'image, mais parlons-en quand même. Dans les maisons ottomanes et mamelouks, il y a le grand salon qui s'appelle le Ka'a ou le Durka. Bon, c'est un grand salon recouvert d'un taktabouche, chouchiria.
hein, d'un très haut plafond avec des petites fenêtres pour permettre la ventilation. Donc là aussi, il a étudié la manière dont on ventilait une maison avec le malcaf. Alors, il y a le KA, bon, il y a le malcaf. Vous savez que le malcaf, c'est ce qu'on appelle en français la tour avant. C'est une tour qui vient prendre l'air frais au-dessus de la maison, qui l'amène dans la maison, elle se réchauffe et après elle est évacuée dans le lanterneau du KA. C'est-à-dire que le salon est très haut et il y a des fenêtres qui permettent d'évacuer l'air chaud. Et il est dit, ben voilà, un exemple de ventilation naturelle. Nous n'avons pas besoin d'importer des mécanismes européens qui consomment de l'électricité, qui coûtent cher, qu'il va falloir acheter en Europe ou ailleurs. Donc on va utiliser ce procédé qu'il a systématiquement toujours utilisé dans tous ses projets. Ça, c'est quand même quelque chose que lui a découvert. Il a fait une analyse de la maison ottomane, la maison Soleimani, je crois, et dans lequel il montre bien le cheminement de l'air froid qui descend et qui remonte et qui s'évacue. Et ça aussi, c'est une idée qui est extraordinaire. C'est lui seul. J'insiste sur le caractère, malheureusement, solitaire d'Hassan Fatih. Bon, pour moi, est le grand architecte arabe, solitaire, malheureusement, qui, pendant 30 ou 40 ans, a défendu cette architecture populaire. Alors, ce que je dis, c'est que, non seulement il a été inspiré par l'architecture nubienne, populaire, comme on vient de le dire, mais essentiellement pour ses principes constructifs. Mais quand il a dessiné les plans des maisons, dessiné les plans des palais qu'il a construits pour les Koweïtiens, parce qu'il n'avait pas de clients, le gouvernement égyptien était réticent pour lui demander, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le village de Gourna a été un échec, pas possible, qui a été exploité énormément par ses ennemis, ses adversaires. Il dit, regardez, les gens n'ont pas voulu habiter Gourna pendant 20 ou 30 ans. Les gens qui étaient dans le village, l'ancien village de Gourna, ils ont dit, nous on ne veut pas habiter là-bas. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces coupoles? Qu'est-ce que c'est que ces voûtes? On ne veut pas habiter dans un tombeau. Parce que dans l'architecture traditionnelle égyptienne, y compris contemporaine, les tombes sont recouvertes de voûtes. J'ai visité des cimetières égyptiens très très beaux d'ailleurs. Il y a des tombes, et puis elles sont recouvertes de tombes. Donc vous avez de voûtes. Vous avez des voûtes. Et alors vous avez donc des tombes recouvertes de voûtes. C'est un très très beau cimetière. Ce sont de très beaux cimetières. Et alors les gens, les Gournis, enfin ceux qui voulaient faire habiter dans le nouveau Gourna, disent, nous on n'habite pas là. Et en plus c'est en adobe, c'est de la terre. Mais de la terre, c'est le matériau de la misère, de l'archaïsme. Nous, on veut être moderne, on veut participer au XXe siècle, au XXIe siècle. Donc, c'est vrai que Gourna, malheureusement, a été un échec qui lui a fait beaucoup de mal, parce que beaucoup de personnes ont dit, ceux qui étaient contre ces idées de revenir à des traditions égyptiennes, regardez, voilà, ce monsieur, il veut revenir aux traditions, mais regardez, nous, on ne veut pas revenir. Nous, on veut habiter dans du moderne. Voilà. Donc, et toute sa vie, il a combattu les modernes. Et moi, je l'admire pour ça. Parce que combien d'architectes ont voulu revenir aux traditions, et puis après, hop, on met de l'eau dans leur vin, et puis on fait comme tout le monde. Lui, il a refusé de faire comme tout le monde. Il a continué à faire son architecture inspirée de la tradition nubienne et de l'architecture donc aristocratique. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il est à la fois inspiré par une architecture populaire, vernaculaire, sans architecte, autoconstruite, et il est inspiré par une architecture qu'on appellerait aristocratique, bourgeoise, des grands palais, mamelouks et ottomans, qui sont, bon, il y en a une vingtaine ou une trentaine encore au Caire de construites, donc on peut les visiter, qui sont extrêmement beaux. C'est une architecture magnifique, magnifique, ce qui reste. Beaucoup ont été détruits malheureusement. D'ailleurs, Napoléon Bonaparte, quand il est venu, il habitait une très belle maison mamelouk, entre nous, il avait bien choisi. Bon. Et donc, c'est ça qui est intéressant, cette double langage, ce mélange entre l'architecture vernaculaire et l'architecture savante de la ville, c'est-à-dire l'architecture des campagnes et l'architecture des villes, l'architecture des pauvres et l'architecture des riches, qu'il a su mélanger. Et ça, c'est le seul et unique architecte à avoir fait ce genre d'approche. Parce qu'on a eu beaucoup,
On a eu un certain nombre d'architectes qui étaient ce qu'on appelait des néo-traditionnalistes, mais il y en a qui voulaient la tradition néoclassique ou la tradition gothique, romantique. Donc on revenait à la Renaissance, on a fait de l'architecture romaine, etc. Lui, c'était pas seulement la grande tradition aristocratique de la ville, mais aussi les systèmes de construction de terre. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, et je constate malheureusement, j'espère ne pas, enfin je me trompais, qu'il était seul pour faire ce combat. Il n'a pas été aidé par beaucoup de gens, c'est vrai. Alors heureusement qu'il y avait des riches koweïtiens, des riches égyptiens, des riches personnes qui lui ont demandé de faire des belles maisons. Il y a encore de très belles maisons dans les environs du Caire, ou bien à côté d'Alexandrie, qui ont été faites par lui. Malheureusement, certaines vont être achetées ou vont être démolies, on ne sait pas très bien. Donc il va, à mon avis, dans 20 ou 30 ans, il ne restera pas grand-chose de l'œuvre d'Hassan Fathy. Alors heureusement, Hassan Fathy était non seulement un architecte, mais c'était un artiste, comme vous l'avez dit très bien, madame, vous l'avez analysé très bien, il était peintre. Et il s'est inspiré de l'esthétique pharaonique, ce qui est tout à fait remarquable. Donc, ça veut dire qu'il était extrêmement cultivé. Il connaissait sa culture pharaonique, musulmane et autres. Voyez. Et il était aussi un très bon communicant. Disons, on dirait maintenant communicant. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, hein, au contraire. Parce que dans son livre, qui s'est appelé, après la deuxième édition, Construire pour le peuple, qui a été traduit dans beaucoup de langues, c'est devenu un best-seller. Hassan Fathy était, c'est vous qui l'avez dit, je crois, Tono, le gourou des architectes arabes. Quand j'allais dans les pays arabes, enfin, beaucoup d'étudiants pensaient à Hassan Fathy. C'est le seul architecte qui a dit il y en a marre de ces projets modernistes, on n'est pas en Europe, on est en Égypte, et on veut pouvoir exprimer notre propre culture, même si c'est pour revenir au passé. Donc, il était sûr de lui. C'est pas un monsieur qui hésitait, qui se dit oui, peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis un passéiste, peut-être que je vais faire un peu de moderne pour plaire à mes clientes. Pas du tout. Un Koweïtien vient et lui dit faites-moi une belle maison. Il s'inspire, il fait une architecture Hassan Fathy. À ce point qu'il a eu des élèves. Attendez, j'ai son nom là. Ahmed Hamid et Rami Eldahan sont deux architectes égyptiens qui ont travaillé chez lui pendant les dernières années. Parce que vous savez qu'il vivait dans son appartement, il avait son agence dans l'appartement. Hein. Il n'avait pas d'agence, il avait des gens qui venaient travailler, et en particulier Rami Eldahan, que je connais bien, qui a travaillé aussi, qui a construit beaucoup au Caire. Ils ont travaillé pour lui, et ils s'affichent comme des élèves d'Hassan Fathy. Mais, peut-être je me trompe, j'ai l'impression que c'est un discours minoritaire de quelques architectes. Le reste de l'architecture égyptienne, ou même arabe, hein, il y a pas, est plus ou moins sous la domination du mouvement moderne occidental européen. Je pense, hein, je me trompe peut-être, j'espère me tromper. Sauf que, quand j'ai beaucoup voyagé avec mes étudiants pour travailler sur les architectures vernaculaires et populaires, je suis allé au Sri Lanka. Sri Lanka, c'est très intéressant, parce que, un peu comme en Égypte, à Hassan Fathy, il y a eu dans les années 30 ou 40 un mouvement, je ne dirais pas nationaliste, mais de culture, de retour à la tradition. Et il y avait un homme qui s'appelait Geoffrey Bawa, qui était un petit peu le leader, l'architecte, l'équivalent d'Hassan Fathy au Sri Lanka, qui a fait faire avec ses étudiants et les architectes, pas tellement les étudiants, mais les architectes. Moi j'avais des étudiants, mais lui il avait un groupe d'architectes, de jeunes architectes autour de lui. Il a fait beaucoup de dessins d'architecture populaire du Sri Lanka. Il a fait 2 livres magnifiques, où il y a de très très beaux dessins. Geoffrey Bawa dessinait de manière admirable. 2 dessins. Et ces livres ont été la base, la Bible, excusez-moi d'utiliser un terme chrétien, ont été le livre de base de beaucoup d'architectes au Sri Lanka, et c'est même exporté
dans les pays d'Asie. Quand on parle d'architecture tropicale en Asie, on se réfère à l'architecture qui a été développée au Sri Lanka dans les années 40, 50, et Geoffrey Bawa était le grand architecte du Sri Lanka, parce que pour faire la nouvelle Assemblée nationale, le gouvernement n'a même pas organisé un concours, il a donné directement à Geoffrey Bawa. Vous imaginez, en Égypte ou dans un autre pays, un architecte à qui on donne directement le palais de l'Assemblée nationale, sans concours, parce que Geoffrey Bawa était une figure très importante, très talentueux comme architecte, mais lui disait, voilà, il y a une architecture sri-lankaise, on va s'en inspirer, et il était aussi inspiré par un certain classicisme, simplicité des formes, donc les modernes ne l'aiment pas, en fait, Geoffrey Bawa. Il faut quand même dire que le mouvement moderne a rejeté, moi j'ai eu des discussions avec des architectes tunisiens extrêmement violentes. Les architectes tunisiens dans les années 80, c'est-à-dire la période où Hassan Fathy était très connu, me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce fils de bourgeois, ce romantique qui rappelle l'architecture rurale, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'archaïsme, c'est de l'orientalisme. Parce que quand on est orientaliste, oh là là, ça c'est insultant depuis le livre du Palestinien, qui a fait un très beau livre sur l'orientalisme. Donc l'orientalisme, c'est aussi quelque part une insulte pour certaines personnes du moins. Et moi, donc je me souviens de l'ambiance hostile, y compris en Tunisie, contre Hassan Fathy. Alors maintenant, ça s'est calmé, hein, parce que bon, Hassan Fathy, il est mort, et puis de toute façon, le mouvement moderne a triomphé. Il n'y a pratiquement plus. Je suis en train d'écrire un livre sur l'architecture tunisienne, et je dis, l'architecture traditionnelle tunisienne, c'est fini. On n'en parle plus. Tous les architectes tunisiens font de l'architecture moderne. Moderne. Pas du tout inspirée de leur tradition, qui est une tradition millénaire. En Tunisie, les villes et les bâtiments, ils ont 10 siècles d'histoire. C'est une histoire magnifique, très très belle architecture. Les étudiants ne connaissent pas. J'ai une petite anecdote qui est un peu drôle. J'ai fait une conférence à Tunis il y a 2 ans sur les médinas, parce que je possède beaucoup de documents sur les médinas, et il n'y avait dans le public que des jeunes filles. Je vous dis, 99 jeunes filles et un garçon. Pourquoi? Parce que les garçons n'ont pas envie de travailler dans la direction du patrimoine. Ils ont envie de construire, certainement, j'imagine. Avoir peut-être une belle voiture, de construire des villas. Tandis que les femmes qui sont rejetées un petit peu, les tunisiennes, hein, sont rejetées de ce domaine du business, qui est un business d'hommes, eh bien, elles voient un développement possible de leur intelligence et de leur savoir-faire sur le patrimoine. Donc elles sont très intéressées, elles, au patrimoine. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui dirigent les associations de sauvegarde ou les ONG qui défendent le patrimoine tunisien, beaucoup sont des femmes. Les femmes sont très, très dynamiques, y compris au Maroc. Hein. Bon. Donc, moi, je me répète, mais Hassan Fathy a eu le courage de ses opinions, et il était seul, et malgré son entourage amical, je peux dire que maintenant, quand on voyage, on va en Afrique du Nord, on va au Proche-Orient, au Moyen-Orient, on peut dire et qu'on voit qu'il y a très peu de bâtiments d'Hassan Fathy qui vont rester. Je pense que dans quelques années, ils vont disparaître. Heureusement qu'il a fait ce livre, parce que ce livre est un livre fondamental d'un point de vue. D'abord, il décrit, et d'un point de vue théorique, c'est le premier architecte à décrire l'architecture autoconstruite, informelle. Il dit ça. La plupart des architectes et l'enseignement dans les écoles, on ne parle jamais de l'architecture spontanée, de l'architecture informelle, des bidonvilles. 60%, 50%, Excellence, si je me trompe, vous m'arrêtez, mais 50% du logement bâti au Caire, c'est ce qu'on appelle de l'informel. C'est ça, hein? Oui, vous me confirmez, merci beaucoup. C'est très impressionnant. Donc c'est une partie importante de la production du logement. Et c'est totalement ignoré par les écoles, totalement ignoré par les architectes. Pourquoi? Hassan Fathy est le seul à avoir dit, regardez comment ils construisent eux. Ils savent construire, et ils construisent pour eux, et c'est bien pour construire.
Donc voilà, je pense en plus ces idées sont extrêmement importantes et redeviennent quelque part d'actualité, parce que vous l'avez dit, on parle maintenant avec le changement climatique, le drame écologique, etc. Les solutions et les propositions d'Hassan Fathi sont extrêmement positives pour un développement durable, ce qu'on appelle en anglais « sustainable development ». En français, c'est « développement durable ». Je crois que c'est extrêmement important d'écouter et de savoir, de comprendre les leçons d'Hassan Fathi. Et moi, je dirais que, contrairement à certaines personnes qui disent « Ah oui, il était traditionnel, mais il était moderne aussi », moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il était fondamentalement attaché à sa tradition. Il était anti-moderne. D'ailleurs, j'ai vu, il y avait un livre de Le Corbusier dans sa bibliothèque qui était plein d'annotations critiques sur la pensée de Le Corbusier. Le Corbusier, c'était un homme exceptionnel, mais c'était l'anti-Hassan Fathi. Ce n'est pas la peine d'essayer de les rapprocher comme certaines personnes le font. Et voilà, donc écoutons les leçons d'Hassan Fathi. Essayons de visiter encore les quelques maisons qui existent au Caire. Et je vous remercie donc de m'avoir invité parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver la ville de Córdoba. Muchas gracias, profesor Santelí. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, yo quiero agradecer a la profesora Rasha Ismail, al profesor Santelí. No sé si tenemos tiempo para un coloquio o le cedemos al embajador. Sí. O podemos proceder o hacemos un pequeño coloquio, que es... Sí, no, el embajador le voy a ceder el micrófono, pero después habíamos pensado después para cerrar el acto. Bueno, sobre lo que ha dicho el profesor Santelí y Rasha Ismail, bueno, verdaderamente poco que añadir en el sentido de que estamos aquí recuperando una figura absolutamente fundamental. Quizá yo me quedaría con un pequeño resumen o añadiría dos o tres ideas a lo que vamos diciendo aquí, que es una trayectoria ejemplar de honestidad en Hassan Fathi y de honradez. Un hombre extraordinariamente generoso. Hace pocos días hablábamos con Shahira Mehrez en El Cairo por vía internet. Y en un momento dado yo le he preguntado por los honorarios de Hassan Fathi, una pregunta quizá tonta, pero me interesaba como investigador saber un poco cómo vivía Hassan Fathi. Y Shahira Mehrez ha confirmado un texto que nosotros habíamos leído en una película documental que le dedica Al Jazeera y que nosotros presentamos también en Madrid, y que habla de la extraordinaria generosidad de Hassan Fathi. Y nos dice, no, él jamás me cobró honorarios por mi casa, jamás cobró honorarios por la construcción de la Casa Grace, jamás cobró honorarios por Casaroni. Muchas veces regalaba sus planos. Es extraordinario pensar, es extraordinario, y este detalle que yo he aprendido de viva voz de una persona que vivió con él, me ha verdaderamente emocionado. La generosidad con la que abría su casa a todos los estudiantes, la generosidad con la que contribuía sin preocuparle jamás la cuestión del dinero. Yo creo que eso es un tema muy importante que tenemos que destacar. La idea que ha salido aquí también de la tolerancia, que también comentaba antes el embajador y que seguramente comentará aquí. La idea de recuperar un Egipto total, un Egipto tolerante, abierto a todas las culturas. Yo creo que eso es otra idea absolutamente importante. Y la idea de defender legítimamente su cultura contra ese orientalismo que hemos destacado, como hizo Edward Said en su libro clásico del orientalismo, pero con un diseño, como decíamos, moderno, porque en el fondo la envolvente de su edificio es una envolvente moderna, es una envolvente que detesta el orientalismo, el arabesque, lo rechaza completamente, y es una envolvente nueva que él crea, como Viollet-le-Duc, y que crea una envolvente arquitectónica moderna, casi con un espíritu Bauhaus, pero propio. Yo creo que todo eso es el ejemplo de lo que hace que Hassan Fathi sea tan importante para nosotros. No sé si tú quieres comentar algo más o le cedemos. Entonces, voy a cederle ahora la palabra al señor embajador
Omar Selim, embajador de la República de Egipto en España, y que para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros. Luego, por favor, tome el asiento. Por favor, embajador, adelante. Muchas gracias para Casa Árabe, muchas gracias profesor José Martínez, profesor Sergio Santinelli, Nuria, todos que trabajando en nuestro proyecto en el Casa Árabe. En este momento voy a hablar en francés, pero es más fácil para mí para mejor explicar. Premièrement, merci beaucoup. J'ai quelques commentaires sur vos présentations. La première, ce que M. Tono vous avait dit, que l'Égypte, c'est une culture qui est très variée, et Hassan Fathy a été beaucoup influencé par les découvertes pharaoniques, la découverte de Toutankhamon et tout ça, avec le revivement de l'Égypte, de son histoire, son orgueil. Tout ça a vraiment contribué à avoir une personne qui va sortir au milieu des architectes égyptiens et présenter un nouveau type d'architecture qui est plus adapté à l'environnement égyptien. Et c'est ce qui a été le fait exactement. Mais malheureusement, je peux vous dire pourquoi maintenant on n'a pas d'autre Hassan Fathy. Parce que Hassan Fathy a vécu dans un environnement où l'Égypte ne faisait pas face à tellement de défis. On peut parler, par exemple, l'Égypte a passé par des moments très difficiles, par des guerres, des moments de troubles internes, qui ne facilitaient pas vraiment d'avoir un environnement pour avoir des gens qui avaient des idées claires, qui peuvent les exprimer. Malheureusement, on a commencé à avoir la construction en masse qui était plus demandée, et comme le professeur Santinelli avait dit, 58% du Caire, et pas seulement du Caire, mais de l'Égypte, est une construction incontrôlée, informelle. Le gouvernement égyptien, maintenant, est en train d'adresser ce problème, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas avoir une société qui va naître et vivre dans la construction, comme vous avez dit, informelle. On a eu aussi vu des genres d'architecture qui ne sont pas de l'Égypte, qui ne sont pas nés de l'Égypte ou de l'Orient ou de notre culture. Vous voyez une architecture qui est même pas un mélange parfait, c'est un mélange qui n'est pas un mélange qui fait mal aux yeux, parce qu'on voit par exemple des fois une maison avec des fenêtres vénitiennes, et puis avec les façades un peu art déco, avec des toits comme on voit ici à Cordoba. C'est quelque chose qui n'est pas tellement joli à voir, mais je crois que maintenant on est sur la bonne voie et on a beaucoup d'efforts qui sont faits maintenant pour la construction de 14 villes en Égypte. Mais la bonne nouvelle que je peux annoncer, que dans la nouvelle capitale qui est construite maintenant en Égypte, qui va être inaugurée dans quelques mois, au milieu de cette nouvelle capitale, il y a la cité des arts et la culture. Cette cité des arts et des cultures n'est pas seulement là où on a construit déjà un opéra, un autre musée, une grande bibliothèque, mais aussi le président a été très ferme sur ça, de construire aussi des centres pour l'héritage culturel, que ce soit la musique, que ce soit l'architecture, que ce soit les artefacts traditionnels,
la littérature, c'est quelque chose qui va enseigner aux nouvelles générations la culture égyptienne, l'héritage égyptien qui est très divers, mais il va enseigner aux Égyptiens chaque part à sa part entière, mais ne pas mélanger tout ensemble. Et je crois que c'est un très grand pas vers l'avant. L'autre chose, la dernière chose que je voulais dire, bien sûr, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de maisons de Hassan Fathri maintenant, des constructions. Et je crois que dans notre rapport que moi et Dr Racha, on va faire, au Caire, on va mettre aussi quelques conclusions et des recommandations, expliquer ce qui s'est passé ici à Cordoba, avec vous, et tout l'effort qui a été fait, et essayer de préserver vraiment cet héritage qu'on a de Hassan Fathri, parce que, comme le professeur Santinelli a dit, on n'a pas vu de Hassan Fathri, on n'a pas vu de nouveau Hassan Fathri. Tous les jeunes architectes, ils sont vraiment très dirigés vers la modernité, avec les vitres, le ciment, mais pas vraiment la construction qui était bien intégrée dans le paysage égyptien, sur le Nil, avec les champs d'un côté, puis le désert après ça. Malheureusement, on n'a pas ça, mais je crois qu'on va avoir une renaissance. Et ça, c'est un pas aussi qu'il faut vraiment bien saluer. C'est un grand pas que vous avez fait. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, que vous êtes intéressé, vous n'êtes pas égyptien, mais en même temps, vous êtes intéressé à nous aider dans notre héritage culturel. Et merci beaucoup à vous. Merci, merci bien, ambassadeur, un gran placer. Bueno, efectivamente, ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer, preservar su legado, preservar las casas. Debo decir que precisamente estos 2 últimos años ha habido una labor de preservación que ha estado organizada por el gobierno de Egipcio, España y la Fundación Factum en la casa de Alexandre Stopelaere, que está, o sea, que hay suficientes casas para preservar ese legado y que eso es una obligación de todos que tenemos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna observación o alguna pregunta, o si alguien quiere decir algo más, y si no, podemos dar... Nuria, sí, perdón. Por favor, profesor Santelli, adelante. Moi, je pas, la prochaine fois que j'irai au Caire, monsieur l'ambassadeur, j'irai visiter la nouvelle capitale, et j'irai visiter le centre des arts, et voir ce que c'est, parce que je n'ai pas suivi vraiment cette opération. Je sais que c'est un très gros projet. Je crois qu'en Arabie Saoudite aussi, ils font une nouvelle capitale. Donc c'est vrai que dans ces pays, on a tendance à construire de nouvelles capitales. Alors beaucoup disent du mal du projet. Moi, je ne sais pas, je n'y suis pas allé, donc je ne connais pas. Mais la prochaine fois, j'irai visiter, parce que je suis sûr que ce centre des arts, effectivement, est très important. Très important. Inch'Allah. S'il vous plaît, por favor. El micro, aquí está. Adelante, embajador. Vraiment, c'est une très bonne idée que vous visitez la nouvelle capitale et le centre, le quartier des arts qui est construit là-bas maintenant. Aussi, il y a un très grand projet qui est en cours maintenant de la renaissance du centre du Caire, le centre qui était construit sur l'architecture haussmannienne, qui était construit par des architectes français, italiens et grecs. Le renouvellement est vraiment complet. On a enlevé tous les pancartes, tout ce qui était ajouté durant les années, et on a un revivement de nouveau de ces bâtiments sur l'état dans lequel ils étaient. Les 2 autres projets, c'est le Caire fatimite. Le Caire fatimite va voir un renouveau complet, et tous les petits garages, les petites... est-ce que je peux dire tout ce qui n'est pas
possible de vraiment des genres de travail qui n'est pas possible dans ces quartiers vont être déménagés dans d'autres endroits. Et aussi la partie du Caire qui est près de la citadelle. À partir du Nil jusqu'à la citadelle, ils ont démoli toutes les constructions qui étaient faites durant les 50 ou 100 dernières années pour reconstruire une ville qui est sur le type qui est vraiment très proche à l'architecture de Hassan Fathi. Oui, c'est le style de Hassan Fathi. Il y a les oléoducs d'eau qui passent du Nil. Je ne sais pas si vous avez sur le Caire, quand vous allez à Maadi, il y a des oléoducs qui passent du Nil jusqu'à la citadelle. Toute cette partie, cette zone a été complètement démolie et de nouveau, on est en train de construire, mais la construction, c'est une construction arabe, égyptienne, avec des mashrabiyas, avec des coupoles, des hauteurs de 2-3 étages. Ce sentiment de revivre la culture égyptienne est là. Et avec le travail que vous avez fait et qu'on a fait aujourd'hui, je crois qu'on va encourager encore à continuer dans ce sens en Égypte. Merci. Écoutez, il y a beaucoup de choses à voir au Caire, alors. Non, mais c'est une idée très intéressante, ambassadeur, parce qu'il y a un des projets qui manque maintenant, c'est de faire un catalogue de toutes les maisons qui sont construites maintenant et faire une déclaration de protection des maisons de Hassan Fathi pour les protéger. Comme nous, faire la protection, par exemple, ici de Cordoba, il faut un travail très intéressant pour déclarer d'intérêt national à l'Égypte les maisons que nous avons maintenant, qui restent maintenant, les maisons de Hassan Fathi, pour assurer la protection pour la génération suivante. Je pense que c'est une idée très intéressante pour protéger le patrimoine égyptien. Et maintenant, cedo la palabra a Nuria Medina, la directora de Casa Árabe y de Exposiciones en Madrid. Nada, simplemente. Adelante. Solamente para cerrar el acto, la verdad que no puedo sino reivindicar y confirmar una vez más, después de escucharos a los tres, a los cuatro, también al embajador, volver a hablar de Hassan Fathi. Mira que llevamos meses trabajando y metiéndonos, sumergiéndonos en su vida, en su figura, en su trabajo, pero realmente es constante, volvemos a ello y esto no hace más que volver a confirmar la importancia de su figura y la importancia de seguir reivindicando lo que ha significado, porque nosotros que estamos siempre trabajando sobre la historia cultural del mundo árabe, ¿no?, en la programación que hacemos en Casa Árabe, yo estoy constantemente viendo que en los últimos años se reivindican tantas figuras de las historias culturales de países árabes para intentar poner las claves de qué es esa modernidad en el mundo árabe, quiénes son los actores de la modernidad del mundo árabe. Y veo tanto que se escribe sobre determinados artistas en Egipto, Youssef Kamal, Hamid Nada, tantos artistas que han significado tanto para la historia del arte. Sin embargo, Hassan Fathi no aparece en estas historias culturales y es absolutamente clave cuando ves su obra y ves lo que él hizo reivindicando toda esta arquitectura vernácula, que no es otra cosa diferente de lo que hacen los artistas cuando reivindican elementos de la tradición cultural de sus países, es lo mismo. Y lo hace Fathi con la arquitectura. Creo que es una justicia absoluta lo que hay que hacer con su figura y por eso, bueno, pues larga vida a Hassan Fathi y a su legado. Muchísimas gracias, profesor Santeli, por venir a Córdoba y acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Rasha Ismail, por todo el trabajo, Tono, siempre acompañándonos. Embajador, muchas gracias por venir y muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros.